à toutes et à tous, bienvenue dans Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Quelle sera votre prochaine aventure culturelle? Chaque mois, embarquez avec nos invités, nos chroniqueurs, pour 1 heure d'immersion au cœur du luxe, de la littérature ou de l'art de vivre. Au sommaire de cette première émission, le Culturoscope de Jem Al-Ghoul qui ouvre le bal. Les dernières tendances culturelles sont passées au crible. Aujourd'hui, clap de fin pour MTV, la chaîne des clips vidéo qui a marqué toute une génération des années 80 et années 90. On fait ensuite un crochet par la littérature avec notre chroniqueuse Anne Bassi dans Ses livres qui comptent. Le principe, découvrir les livres qui ont marqué la vie des chefs d'entreprise et personnalités, ces livres qui les ont accompagnés dans leur aventure professionnelle. Elle est allée à la rencontre de Mathieu Gobi, cofondateur de la société Aérophile, qui a conçu le célèbre ballon de la vasque olympique. Ensuite, cap sur le monde de l'horlogerie avec Tempolux, de Madagascar à la France. La marque de montres Pierre Lanier rapatrie une grande partie de sa production dans l'Hexagone. Notre chroniqueur Laurent Meff reçoit son PDG, Pierre Burguin, dans quelques instants. On en voit partout, des glaces au matcha, des gâteaux, des boissons déclinées. Le matcha fait fureur au point que certains producteurs peinent à suivre la demande. Notre chroniqueuse et gastronome Béatrice Constant est retournée aux sources pour goûter le véritable thé et rencontrer la maître thé Marielle Buffet au sein de la maison Ogata à Paris. Un instant de sérénité à contre-courant des réseaux sociaux, c'est dans Bouche Bée. Et pour finir, la grande interview. Ce mois-ci, on parle de vacances encore et toujours, car oui, de plus en plus, les grandes vacances ne se limitent plus à juillet et août, mais s'étalent sur toute l'année. Nous échangeons avec Laurent Abitbol, qui est président du directoire de Selectour, président également de Havas Voyage, pour revenir sur les dernières tendances du tourisme. Allez, c'est parti, c'est Expérience. Et on ouvre notre émission avec le Culturoscope de Jem Al-Ghoul. Bonjour Jem. Bonjour Sybille. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un clap de fin, une page qui se tourne. Une page qui se tourne, oui. J'ai été enfant dans les années 90 et je n'ai pas pu être insensible à la fin, l'annonce de la fin prochaine des chaînes musicales d'MTV. Alors, cette fin, elle est d'abord prévue au Royaume-Uni, puis en Irlande, et ensuite dans d'autres pays européens, puis d'autres pays hors de ce marché-là. Alors, avant d'y revenir, j'aimerais qu'on regarde quand même les premières images de la chaîne devenue culte. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. Ladies and gentlemen, rock and roll. Alors, c'est sur ces premières images qui datent du 1er août 1980 dès minuit, sur les premières mesures du clip Video Kill de Radio Star, que la promesse folle de MTV, elle est née à l'écran, et c'était faire voir la musique. Quand j'ai découvert ça, moi, dans mon enfance, c'était assez incroyable. Il y avait des clips en continu toute la journée. Il fallait attendre ses chansons préférées. C'était donc en continu. Mais très rapidement, la chaîne, elle ne se contente pas de diffuser de la pop, elle la fabrique. On a des diffusions qui sont devenues mythiques. Maintenant, je pense au clip de Michael Jackson, qui était très narratif. C'était assez incroyable visuellement de vivre ça en direct et de sentir aussi qu'on partageait ce moment avec beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs. J'ai aussi en tête, et comme tout le monde, je pense, l'interprétation de Like a Virgin de Madonna, en robe de mariée au MTV Music Awards de 84. Et d'ailleurs, il y a une reprise très célèbre en 2003 avec Christina Aguilera et Britney Spears, avec qui il y avait eu ce fameux baiser sur scène qui a fait couler tellement d'encre. En fait, MTV, ce qu'il proposait, c'est simple, c'était une éducation musicale, mais du regard autant que de l'oreille. Et il y a aussi les concerts acoustiques. Alors, les fameux MTV Unplugged, impossible d'oublier ces concerts qui sont produits par MTV. Alors, à partir des années 89, pas tout de suite, mais donc les artistes se produisent devant un public réduit et un cadre qui se voulait en tout cas très intime. L'intérêt, là, il était double. On révélait la voix et la musique sans tout l'habillage studio. Et c'était aussi l'occasion de proposer des versions ou alors des titres inconnus. Et moi, personnellement, j'ai mon préféré. C'était le fameux set new-yorkais
de Nirvana, donc The Man Who Sold the World, qui reste ma chanson un petit peu culte. Oui, pour vous et pour beaucoup d'autres personnes, parce que c'est vrai on a pas mal entendu parler de cette version. Et donc, malheureusement, j'imagine que vous allez me parler d'une histoire qui se termine. Alors, la fin est longue et elle commence dès les années 2000, puisque avec l'arrivée d'Internet et de YouTube, puis ensuite du streaming, en fait, on a la découverte musicale qui se déplace. On passe d'un flux qui était linéaire à une offre maintenant qui est à la demande. C'est ce que je disais, on n'a plus besoin d'attendre en fait ses chansons préférées, d'attendre et de dépendre en fait d'une grille de programme. On peut trouver le clip et le partager en fait instantanément. MTV d'ailleurs ajuste son antenne et alors signe annonciateur ou pas, la mention musique télévision disparaît même du logo lors d'un rebranding en 2010. Et qu'est-ce qui change alors dans nos habitudes d'écoute? Tout en fait, puisque cette disponibilité immédiate, alors on a des catalogues infinis, des playlists personnalisées, des recommandations, du coup on ne tombe plus par hasard sur une musique, on la cherche ou on se la fait servir par des algorithmes. La découverte, évidemment, elle est toujours là, mais c'est d'une autre façon, c'est plus continu, plus individualisé et de fait aussi plus volatile. Parce qu'on perd en fait la dimension cérémonielle qu'il y avait sur MTV dont je parlais, et la chaîne s'en faisait un étendard. MTV, donc malheureusement, n'a pas su résister à ces nouveaux modes de consommation. Le signal principal, je tiens quand même à rassurer les fans et les irréductibles de la chaîne, le signal principal, lui, va continuer. On a pu y découvrir des émissions cultes comme Punk D avec Ashton Kutcher qui piégeait les célébrités, la célèbre émission Pimp My Ride aussi, là où Exhibit tunait les voitures de particuliers. On se retrouvait avec des modèles vraiment assez incroyables. On a aussi Sweet 16, l'émission où on voyait les caprices de la jeunesse américaine déçue d'avoir reçu 3 voitures et 4 villas pour leurs 16 ans. C'était aussi les débuts de la télé-réalité avec l'émission The Real World. Mais l'époque où les chaînes musicales régulaient nos journées semble bel et bien finie. Et en plus d'un écran commun de la pop culture, c'est aussi tout un pan de notre jeunesse, Sybille, qui s'éteint. Donc on peut être un peu rassuré quand même en tant que nostalgique que nous sommes. Mais c'est quand même tout un monde qui se ferme. Merci beaucoup, Jamal Goul, pour cette chronique. Et nous, on va découvrir un autre monde, celui du Petit Prince, car tout de suite, c'est l'interview d'Anne Bassi qui interviewe Mathieu Gobi dans ses livres qui comptent. Merci Sybille, bienvenue dans Ces livres qui comptent. Bonjour Mathieu Gobi. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Les livres façonnent notre culture personnelle, nous sensibilisent au monde, aux valeurs. Parfois, ils nous offrent des perspectives qui inspirent, qui nous questionnent et qui changent même notre façon de voir le monde. Nous allons parler des ouvrages qui ont influencé votre vie, qui ont compté pour vous et qui continuent de compter pour vous. Le grand public vous connaît surtout à travers votre image de dirigeant, mais moins dans une dimension plus personnelle, celle du lecteur que vous êtes, pour qui les livres ont compté et continuent de compter. À travers vous, j'espère pouvoir rappeler combien la lecture est essentielle pour notre culture générale, pour aiguiser notre curiosité, pour apprendre à mieux dialoguer, pour cultiver la nuance. Vous êtes le concepteur du ballon de la vasque olympique, le cofondateur de la société Aérophile. Vous êtes un passionné de montgolfière, vous les pilotez. On peut dire que vous avez transformé votre passion en aventure entrepreneuriale. On va commencer par le début. Enfant puis adolescent, Mathieu, qu'est-ce que vous lisiez? Où vous lisiez? Quel était votre univers? Est-ce que c'était l'école? Est-ce que c'était en bibliothèque? Et chez vous, qu'est-ce qu'on lisait? Alors, mon enfance, quand j'étais collégien, c'est les années 70. Il n'y avait pas d'écran. On n'avait pas tous les réseaux et même l'offre à la télévision était beaucoup plus faible. Donc, je pense qu'on était plus facilement attiré par la lecture. Et moi, je pense que c'est ma maman qui m'a donné envie de lire. Pas du tout parce que elle me disait qu'il fallait lire pour
pour améliorer ses qualités intellectuelles. Pas du tout. Elle me parlait des livres parce qu'elle elle avait trouvé un livre formidable. Et ça m'a donné vraiment envie de comprendre ce qu'elle trouvait d'aussi formidable dans ses livres. Et c'est elle qui m'a conseillé les premiers livres que j'ai lus, elle et puis les professeurs au collège. Et je me souviens comme ça du Lion de Joseph Kessel, donc des choses très classiques, mais vraiment qui m'ont assez fasciné quand je suis rentré dedans. D'accord. Et alors, un peu plus dans la vie, ensuite, jeune adolescent ou jeune adulte, est-ce que vous avez des livres qui vous ont marqué en particulier? Oui, alors, il se trouve que j'ai eu une culture plutôt scientifique. J'étais attiré par les maths et puis après j'ai fait des études d'ingénieur. Donc je suis quand même assez intéressé par tout ce qui est scientifique. Et il y a un livre qui a été un peu un déclic parce qu'il faisait justement la fusion entre l'aspect scientifique assez rigoureux et pour autant une expression littéraire qui permet de se rendre compte du côté merveilleux que la nature, que la physique par exemple peut avoir. C'était Patience dans l'azur de Hubert Reeves. Je me souviens de ce livre comme une révélation, à la fois sur l'aspect du monde et sur la façon de le raconter. Je me souviens notamment dans les illustrations, il y avait des photos de galaxies extraordinaires, et puis il y avait un œil. Il y avait un œil et il y avait la légende qui disait avec cet œil, l'univers prend conscience de lui-même. Et c'était toute la beauté du livre, c'était de nous décrire, nous, hommes humains, comme une infime partie de l'univers, mais vraiment constituée des éléments qui viennent de l'espace. Et même si on le sait d'un point de vue scientifique, de le voir écrit, avec ces mots, c'était la fusion entre la science et presque d'une certaine façon la poésie ou la philosophie. Et ça m'a fasciné. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu? C'était le texte, c'était finalement certains passages, c'était la vie de l'auteur? C'est de trouver les mots qui, d'un seul coup, sonnent justes. Vous voyez, je pense qu'on a, dans les centres d'intérêt qu'on a, il y a plein de choses qu'on aime. Moi, il y avait la physique, une sorte d'émotion. Et parfois, dans les livres, on retrouve le mot, la phrase qui sonne juste. C'est le cas dans plein de choses. Moi, je fais beaucoup de vélo. J'ai lu des livres sur le vélo. J'aime nager. J'ai lu des livres sur la nage ou sur la physique. Et parfois, on a une phrase et on se dit, mais c'est exactement ça. Et enfin, c'est formulé. Et de réussir à le formuler, ça change un peu tout parce que ça transforme juste un sentiment qu'on a, une petite émotion, une intuition, en quelque chose, on se dit « Ah, c'est ça, c'est ça ». C'est ce que disait Flaubert, tout est dans le style. Ah oui, et en fait, mais parce que ça révèle la vraie nature des choses. C'est de trouver la bonne formule, d'un seul coup, révèle véritablement ce qu'on ressentait et ça permet ensuite de se l'approprier, véritablement. Et ensuite, il y a eu un livre qui vous a particulièrement touché ou influencé ou qui vous a aidé dans votre univers professionnel? Oui, j'ai une histoire particulière avec Le Petit Prince, parce qu'en réalité, donc avec les ballons que je fabrique, j'ai beaucoup travaillé avec des parcs d'attractions. Et il y a 10 ans, il y a un parc qui cherchait un repreneur. Et avec mon associé, on a proposé de reprendre ce parc et de le thématiser entièrement autour de nos ballons. Donc on cherchait un thème quand même qui soit compatible avec cet univers un peu familial, presque enfantin, un peu poétique. Et on s'est dirigé assez naturellement vers Le Petit Prince, qui a l'avantage de coller parfaitement à ce qu'on voulait faire avec nos ballons, à l'univers, à l'atmosphère qu'on voulait créer dans ce parc d'attractions, et qui en plus a une très grande richesse pour un parc d'attractions parce que Le Petit Prince, c'est un extraterrestre, il traverse l'univers, il rencontre différentes planètes, donc on a cet aspect aérien,
On a évidemment l'aviateur et puis la vie d'Antoine de Saint-Exupéry avec toutes ses aventures. Donc on avait quelque chose de très riche. On avait ce conte avec des personnages assez énigmatiques, le renard, la rose, le petit prince lui-même, qui est assez difficile à cerner. Donc on avait quelque chose d'assez riche qu'on a décliné au travers de ce parc d'attractions. D'accord. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de montgolfière dans Le Petit Prince? Non, il n'y a pas de montgolfière, vous avez raison, mais il fait un voyage à un moment accroché avec des oiseaux qui le soulèvent. Donc, il y a de toute façon beaucoup de choses très aériennes avec l'aviateur et puis l'espace avec toutes les planètes qui visitent. Oui, puis la montgolfière a une dimension très romantique, poétique, presque magique. C'est vrai qu'elle est un symbole de légèreté qui pourrait trouver sa place dans Le Petit Prince assez facilement, avec ce regard d'enfant qui a une distance sur le monde. Exactement. S'il fallait rajouter un chapitre, peut-être qu'on pourrait l'écrire autour d'un ballon. D'accord. Et est-ce que vous avez, dans ce parc d'attractions, eu envie d'expliquer peut-être aux jeunes ou aux moins jeunes qui viennent le visiter, voilà, l'origine ou même la genèse en fait du parc en parlant du livre, en ayant envie de transmettre ce que le livre vous avait aidé à créer? Le livre a été vraiment un fil directeur, c'est-à-dire que en fait, en se replongeant dedans, on redécouvre des éléments qu'on avait un peu oubliés ou qui étaient secondaires. Il y a un aspect dans Le Petit Prince qui m'avait échappé quand je l'avais lu, quand j'étais plus jeune, c'est l'aspect environnemental. En réalité, Le Petit Prince, il passe son temps à enlever de sa planète les racines des baobabs qui deviennent envahissants. Et ça, c'est vraiment un symbole de la ville qui nous envahit. Donc, il y a vraiment cette sensibilité écologique qui était très, très en avance sur son temps. Hein, ça a été écrit dans les années 40, mais qui est très illustré. Et donc, en fait, lorsqu'on veut faire passer un message, ne faut surtout pas être donneur de leçons, surtout à l'égard des enfants. Il faut que ça soit illustré. Et Le Petit Prince nous a permis, à travers toute l'expérience qu'on propose dans le parc, des attractions, des spectacles, de communiquer en fait des valeurs d'humanisme, des valeurs d'écologie, d'une façon très illustrée. Et pour les enfants, ça reste un jeu. Et on le voit bien, Le Petit Prince, il y a différents niveaux de lecture. On peut le lire à différents âges. Et ça aussi, c'est important pour un parc d'attractions parce que c'est vraiment un moment qu'on partage entre générations. Le Petit Prince est un livre que les grands-parents ou les parents vont offrir à leurs petits-enfants, leurs enfants. Et un parc d'attractions, c'est un endroit où les parents et les grands-parents viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, ça marche très bien. Merci beaucoup, Mathieu Gobi. Je vous en prie, Anne, c'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Et c'est parti pour Tempolux. Merci Laurent d'être avec nous. Vous nous êtes accompagné d'un invité, Pierre Burguin, président de Pierre Lanier et président de France Horlogerie. Oui, Sybille, merci. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour Tempolux. Pierre Lanier, qu'on connaît bien en France, largement distribué, un groupe qui est né en 1977, mais on y revient juste après, décide de lancer une nouvelle marque. Laquelle? Quelle est la vision derrière cette nouvelle marque et ce lancement? Expliquez-nous. Tout simplement, donc on a créé une marque qui s'appelle 1977, qui est assez originale puisque c'est l'année de création de l'entreprise. Et ça vient d'une envie, l'envie de faire autre chose avec nos 48 ans d'expérience d'entreprise, d'aller dans un autre monde. Je dis souvent, c'est un peu voyage en terre inconnue. On crée une marque un peu plus premium que ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'était cette envie-là. Elle est née du Covid, où on a le temps de réfléchir aux choses. Et c'est là que j'ai eu envie de faire ce qu'on faisait il y a 35 ans, c'est-à-dire des montres avec des composants principalement français et fabriqués en France également, bien sûr. Et quand on crée une marque dans ce monde qui est pas celui de Pierre Lanier, à la base, comment on positionne 1977? Comment on trouve sa légitimité? Qu'est-ce que vous voulez en faire dans ce segment? Alors c'est vrai que la légitimité, il faut commencer avec humilité.
C'est-à-dire partir du principe qu'on ne sait pas grand-chose, et comme ça on découvre, on part d'une feuille blanche, mais on utilise toute l'historique de notre entreprise et tout ce qu'on a fait toutes ces années, parce qu'on fait quand même 350 000 montres par an, donc l'horlogerie, on connaît un petit peu, mais là c'est un métier complètement différent, dans une gamme plus premium, et donc on a voulu y donner toute notre force, mais mettre en avant surtout le côté français, le côté créatif et donner une vraie valeur ajoutée au produit. Alors, c'est ce que disent beaucoup. On a essayé de le faire quand même, nous, en grande partie, avec des éléments qui correspondent à nos valeurs, tout simplement. Et donc, dans une montre 1977 qu'on achète demain, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a déjà un mouvement français. Ça, c'est primordial, sinon on ne l'aurait pas fait. L'idée, c'est de participer à cette redynamisation des montres françaises, de l'horlogerie française. Et ça, c'était l'idée première. Et à l'origine, la montre devait être une sorte de one-shot pour les 45 ans de l'entreprise. Et on voulait faire la montre la plus française possible. Et c'est là que les problèmes ont démarré, puisqu'il y a des composants qui n'existent plus en France. Donc on a fait avec, et on a travaillé sur un mouvement français. Et puis on a mis un peu de culture dans la collection également, puisqu'on utilise des citations d'auteurs français. On a limité la collection. On a des petits signes français, avec notamment une masse qui est le rotor, qui permet à la montre de se remonter automatiquement. Une masse avec du bleu, blanc, rouge, ce qui n'était pas fait auparavant. Et donc il y a plein de choses comme ça, plein de petits détails qui donnent une vraie valeur différenciante à la montre. Est-ce que ce bleu, blanc, rouge assumé ouvre les portes de l'international derrière, et dans quelle mesure pour vous? Alors, à vrai dire, moi, à l'origine, je pensais que ce serait une collection plutôt franco-française. Et là, je reviens récemment d'un salon en Allemagne, où j'étais très surpris de l'accueil de cette collection, de l'histoire qu'il y a derrière, aussi l'entreprise familiale, tous ces éléments-là. Et donc, je me dis que oui, il y a pas mal de chances à l'international, comme on le fait aussi pour Pierre Lanier, mais dans un registre différent. Donc, le Made in France attire aussi à l'international. C'est une marque, c'est un symbole qui est fort à l'international. Absolument, surtout dans l'horlogerie, où la légitimité n'est pas évidente, puisque dans l'horlogerie, la technicité, c'est avant tout reconnu pour les Suisses. Et donc nous, les Français, les marques françaises, ont cet avantage de la créativité, et on est reconnu pour le savoir-vivre à la française, le savoir-être à la française. Et c'est là qu'on va jouer avec une vraie diversité. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de marques françaises qui permettent d'avoir cette diversité de styles, de genres de montres, et c'est ça où on puise notre force. Elle est lancée là, la montre? Elle est lancée, elle a été lancée. Alors, encore une fois, c'est un autre métier. On a mis 2 ans à ce qu'elle soit parfaite. C'était la volonté qu'on avait, et on a lancé depuis quelques mois. Et on commence vraiment à la distribuer, et également à l'international, ce qui est plutôt intéressant. Les ouvertures de marché, pour l'instant? L'Allemagne, la Serbie, de manière assez surprenante. Oui. Et on a des touches aussi au Japon, mais comme dit, c'est très, très, très récent. Et on espère aussi développer dans d'autres pays, comme le Moyen-Orient notamment. Beaucoup de marques regardent l'Inde aussi? Alors l'Inde, nous avons la chance d'être entrés sur le marché indien maintenant depuis le mois de juillet dernier, où on a trouvé un super distributeur qui est un peu à l'image de nous, une entreprise familiale extrêmement dynamique, qui a beaucoup de points de vente et qui veut vraiment passer la vitesse supérieure en faisant de la distribution également sur le marché indien. Et en quelques mois, c'est devenu notre premier pays à l'export. Donc là, on est bien parti, parce que l'Inde, c'est vraiment l'Eldorado dans l'horlogerie, que ce soit les Suisses, les Japonais, les Chinois, tout le monde rêve de l'Inde. Et je suis très content que nous, on ait déjà pu y prendre pied. Et tout le monde rêve de l'Inde parce que l'Inde reprend le flambeau après la croissance incroyable qu'on a vue en Chine. Absolument. Sur le segment. Et on démarre de zéro quasiment en Inde. Quand je dis de zéro, sans cliché, hein, oui. Mais il y a tout à faire encore. En termes de volume, ça rattrape pas la Chine. Aujourd'hui, ouais. Quel moment on espère que ça arrive à récupérer Alors, la particularité de l'Inde, c'est que c'est un marché qui a toujours été fort, sauf que c'était un marché qui a beaucoup fermé ses frontières. Les droits de douane étaient exorbitants. Donc, ceux qui sont venus en Inde ont assemblé en Inde. Donc maintenant que, du fait de toutes les règles mondiales, l'Inde a dû réduire ses droits de douane, ça permet aussi aux entreprises étrangères d'aller sur le marché. Et c'est vrai que
les Indiens ont pendant longtemps pas eu de marques étrangères, hormis les très très haut de gamme. Donc avoir des marques françaises qui amènent une autre expérience de l'horlogerie, c'est intéressant. Ils vont le découvrir et je pense que très rapidement, ça va devenir un marché très très important pour tout le monde, clairement. Vous êtes un groupe familial, vous travaillez en famille. Oui. À quel point c'est un luxe, ça? À quel point c'est difficile, à quel point c'est et à quel point ça peut être une malédiction. Ah, c'est un bonheur tous les jours. Je ne sais pas si ma fille dirait la même chose. Non, mais il y a une chose qui est importante dans une entreprise familiale. Alors, il y a aussi des entreprises familiales où parfois ça se passe moins bien, mais nous, on a la chance. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec mes parents, parce que c'est mes parents qui ont créé l'entreprise. Et ma fille m'a rejoint depuis 3 ans, donc c'est elle qui s'occupe de l'export. C'est elle qui va en Inde, qui va dans des pays, le Kazakhstan, l'Albanie, l'Allemagne, l'Équateur, le Mexique, un peu dans le monde entier, la Chine aussi. Et c'est un bonheur de travailler ensemble. Et puis, il y a une chose qu'on a en famille, c'est évidemment la confiance qui vaut tout. Et c'est une autre façon de travailler. Et moi, c'est un bonheur et c'est top, quoi. Enfin, ça fait que 3 ans. Et puis, pour l'instant, je suis encore là. Elle accepte que je sois encore là. Donc, c'est difficile de recevoir un héritage et d'essayer de penser tradition, mais en même temps renouvellement. Ça se fait, enfin, pour moi, ça s'est fait automatiquement. Je savais dès le plus jeune âge, mes parents, j'avais 11 ans quand mes parents ont créé l'entreprise, je savais dès le plus jeune âge que j'avais envie de faire ça, mais je voulais aussi voir ailleurs. Donc, je suis parti quelques années. Et puis après, je suis revenu, je me suis pas vraiment posé la question, j'ai fait avec. Alors, on se pose des questions. Là où je me suis posé la question, c'est le jour où mon père a arrêté de travailler avec moi, parce que vous avez l'habitude d'échanger avec quelqu'un, même si à la fin c'est quand même vous qui décidez plus ou moins, mais une fois qu'il n'y a plus personne à côté de vous, c'est différent. Et donc là on apprend aussi, puis on apprend à changer les méthodes de management aussi, parce que il faut s'adapter à l'évolution de la société. Donc j'ai des équipes qui sont beaucoup plus impliquées qu'elles l'étaient, enfin, ou que les autres équipes l'étaient quand mon père était à la tête de l'entreprise, et je pense que ma fille aussi aura une autre façon de manager les choses. Donc c'est une évolution, mais quand c'est naturel, moi je me suis jamais senti obligé de faire quelque chose de différent parce que je dois montrer que je fais autre chose. Voilà. En conclusion, le luxe de Pierre Burguin, qu'est-ce que c'est? C'est un objet, c'est un service, c'est une idée? C'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, on le dit, on n'a pas toujours l'occasion de faire ce qu'on a envie de faire. Même quand on est son propre patron, on dépend aussi de beaucoup de choses. Mais c'est une réflexion que je me fais, c'est je fais ce que j'ai envie de faire. C'est pas toujours évident, mais j'aime bien penser à ce luxe-là. Parce que ça, c'est vraiment un luxe important que beaucoup voudraient avoir. Merci beaucoup, Pierre Burguin. Merci à vous. Tout le succès pour 1977. Merci. Et merci à vous, Laurent, d'avoir été avec nous. Et maintenant, on part au Japon, mais en plein centre de Paris pour découvrir toute la délicatesse et la tradition du thé japonais. C'est parti, c'est bouche bée. Notre chroniqueuse Béatrice Constance est rendue à Ogata, un hôtel particulier du XVIIe siècle. La vapeur du thé se mêle au parfum du miso et du sésame grillé dans cet hôtel particulier. Elle décèle tous les secrets du thé correctement fait avec Marielle Buffet, maître thé. Pour cette chronique de bouche bée, on a eu envie de vous faire voyager et au Japon. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout bougé de Paris, puisqu'on est dans le 3e arrondissement, on est chez Ogata. C'est un hôtel particulier qui est entièrement dédié à l'art de vivre japonais. Il y a une boutique, vous pouvez acheter du thé, des pâtisseries, aussi de l'artisanat. Il y a également un restaurant à l'étage. Et puis, il y a aussi une galerie d'art qui est juste derrière moi. Cette fois-ci, c'est autour de la calligraphie. Mais aujourd'hui, on vous amène au sous-sol, au sabot. C'est plutôt un salon de thé et on va découvrir une sorte de brunch, mais bien mieux qu'un brunch. Alors Marielle, vous êtes maître thé pour Ogata depuis 5 ans. Voilà, exactement. Merci beaucoup de nous faire découvrir aujourd'hui donc l'asazen. L'asazen, c'est quoi? Asazen, c'est le petit déjeuner des moines au Japon. Et donc, c'est un petit déjeuner plutôt avec le porridge de riz, la soupe miso, les légumes de saison, du tofu sous différentes formes et des petites choses pour accompagner. Donc plutôt végétarien, voire vegan d'ailleurs. Oui.
Plutôt végétarien, oui, tout à fait. Et chez Ogata, vous proposez ça donc, du mercredi au dimanche, c'est ça? Oui, du mercredi au dimanche à partir de 11h jusqu'à 13h30. Et on va découvrir avec vous donc, ces gestes qui sont extrêmement millimétrés, c'est ça? On reproduit un peu les gestes comme au Japon. Et vous avez appris ça par l'ancien maître thé d'Ogata, c'est ça? Exactement, j'ai été formée ici par le maître de thé, donc on travaille à plusieurs. Combien de thés différents on va déguster aujourd'hui? Alors, 2 thés différents. Le premier s'appelle Hojicha, c'est un thé toasté, c'est un thé vert que l'on va toaster, qui va avoir ses notes un peu grillées. Et je vais le toaster devant vous, ce qui est assez rare, même au Japon ça ne se fait plus. C'est toasté à la fabrique et ensuite envoyé dans les comptoirs de thé. Comme ça, quand vous voulez acheter Hojicha, vous pouvez le préparer directement à la maison. Il est déjà toasté. Et le thé pour le dessert, ça sera le thé matcha. On utilise le chasen pour fouetter le thé matcha. Et on peut voir quand il y a beaucoup de mousse, oui. On peut imaginer un matcha très onctueux, très délicat, très vaporeux en bouche. Alors que pourtant, c'est de l'eau et de la poudre de thé matcha. Oui. Et pourtant, il y a une mousse qui est voilà. Et très dense. Voilà. Tout réside dans le geste. Plein de petites bulles. Voilà. Et ça, ça prend pas en un jour, non? Ça met beaucoup de temps à... beaucoup de pratique. Ouais. Beaucoup de pratique. Mais même au Japon, il y a des écoles pour apprendre la cérémonie de thé qui se fait essentiellement avec le matcha. Et donc, ça prend des années d'apprentissage. L'été, les vacances, c'est définitivement fini, mais le sujet n'est pas clos car nous recevons en plateau Laurent Abitbol qui a plusieurs fonctions, mais on citera principalement président du directoire de Selectour et président d'Avas Voyage, qui sont 2 acteurs majeurs du secteur du voyage. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Et Jamal Goul est toujours avec nous. Nous allons parler de l'évolution du tourisme, mais surtout de celle des vacances de chacun d'entre nous, avec l'émergence de préoccupations comme l'écologie, la quête d'authenticité. Comment cela s'intègre dans le quotidien des Français? Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Tout d'abord, on va commencer par une vision globale. Est-ce que là, on est plusieurs semaines après l'été? Ça, c'est, j'imagine, une période très forte pour vous, les agences. Comment ça s'est passé? Alors déjà que les vacances, c'est pas seulement juillet-août, c'est toute l'année. Août, ça devient plus un mois de haute saison. Pourquoi? Parce qu'août, c'est très cher, et puis c'est plein craqué. Donc les Français étalent leurs vacances. Et le mois le plus important de l'année, maintenant, ça vient septembre. Ah d'accord. C'est moitié prix coûte. Et puis beaucoup de gens, alors ceux qui ont des enfants, c'est compliqué. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, ils partent en septembre, octobre, novembre. Le monde est grand, il y a du beau temps partout. Donc les vacances, c'est plus au mois d'août. Hein. C'est toute l'année. Il n'y a plus d'activité de haute saison. La haute saison est toute l'année. On a le mois le plus faible, c'est janvier et novembre. D'accord. Donc si vous regardez en termes de chiffre d'affaires, tout simplement, c'est plus juillet-août qui vont marquer la tendance de l'année et qui vont être, si c'est raté, toute l'année ratée. Là, on a plus de... Heureusement. Heureusement pour nous. Et comment ça se répartit, donc vous, parce on va surtout parler de vacances, mais j'imagine qu'au-delà de juillet, août et septembre, il y a toutes les autres manières de voyager, les affaires, les séminaires, etc. Comment est-ce que ça se répartit au sein de votre activité? Alors chez nous, sur les 6,5 milliards de volume d'affaires, c'est moitié vacances, moitié business travel. Business travel, c'est déplacement professionnel des hommes d'affaires qui vont à New York, qui vont à Paris, qui prennent un TGV, un hôtel. C'est ça, donc moitié-moitié. Voilà, c'est à peu près la répartition de notre chiffre d'affaires. C'est 2 touristes complètement différents. Les vacances, c'est les vacances. Ça va être cool, décontracte, du bonheur, de la joie, du soleil. Puis le business travel, c'est la rapidité. La sécurité et rapidité. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux pour vous, les objectifs de chaque personne quand vous les accompagnez? Ce sont pas les mêmes. D'un côté, c'est le bon temps. De l'autre côté, c'est rapidité et sécurité. On est d'accord que l'homme d'affaires qui veut aller à Marseille, il va prendre le TGV ou l'avion. Aujourd'hui, il prendra le TGV parce que le temps de voyage est très faible par rapport à l'avion. Donc, il prend le TGV, il demandera le TGV qui aura, la place dans le train où il soit pas dans un carré. Hein, il y a beaucoup de carrés, c'est emmerdant les carrés. Il soit seul. Voilà. Il demandera un hôtel près de la gare ou près de l'aéroport. Il demandera des choses précises, pas forcément du luxe, mais du pratique. Et là, pour 2025,
comment est-ce que vous sentez cette année? Donc on s'approche, il nous reste quand même quelques mois, mais on s'approche de la fin de l'année. C'était une bonne année. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Je vous explique. Il y a eu avant Covid, Covid et après Covid. Avant Covid, c'était notre métier se tenait le coup. C'était un métier propre, net, doucement. Tout marchait bien, correctement. Il n'y avait pas de, pas de rupture, tout ça. Non, Covid, rupture totale. On est passé de 6 milliards à 0. C'est dur, de 6 milliards à 0. Et si on n'est pas l'aide du gouvernement, on serait tombé. Il faut savoir que le gouvernement était très important, puisqu'on ne pouvait pas payer salaire. On ne pouvait pas, parce qu'il y a 0 chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même très important. Et après Covid, l'explosion. L'explosion dans la tête et dans les actes. C'est-à-dire, pour les Français, ils préfèrent aujourd'hui l'expérience en voyage plutôt qu'acheter un vêtement, un aspirateur, un meuble, un matelas, une voiture. Donc, on est passé dans la priorité. Priorité, la vie, les vacances, le plaisir. Il faut savoir que les vacances, c'est mieux qu'un traitement d'antibiotiques. Ça guérit mieux dans la tête qu'un traitement d'antibiotiques. Voilà, quand c'est des maladies petites, évidemment. Donc, c'est très important. Le marché de 22 est exceptionnel. De 23, grandiose. De 24, on a atteint un record absolu. De 25, on va atteindre le même chiffre que de 24. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. On espère que ça va durer. Vous savez, dans notre métier, moi, je ne fais pas des business plans à 1 an, je fais des business plans à 15 jours. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre quelque part, un attentat, une guerre, et ça peut tout changer. Mais par rapport à avant, c'est qu'un attentat ou une guerre ne fait pas baisser. La guerre d'Ukraine n'a pas fait baisser du tout les déplacements. Donc, les gens sont habitués à ce genre d'événements et continuent à voyager et à beaucoup voyager. Alors, Laurent, vous avez parlé de la question de la sécurité. Est-ce que les divers incidents qu'on a pu voir ces derniers temps ont une influence directe sur le nombre de réservations? Par exemple, l'Ukraine? C'est ça, par exemple, l'Ukraine. Non. Ou des incidents plus techniques, comme on a pu voir sur les appareils Boeing? Non, non. L'Ukraine, bon, les gens n'allaient pas en Ukraine. Bon, on n'est pas beaucoup en Ukraine déjà. Mais je pensais, moi, quand on est en Ukraine, que ça fait baisser toutes les destinations. Non. La bonne surprise, c'est que non. Alors, Boeing qui a un problème? Non. Non, il n'y a rien. Aujourd'hui, on est très très fort. Il n'y a rien qui empêche les gens de voyager. Alors, il n'y a qu'un truc qui pourrait empêcher, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant. Et justement, quand même, le Covid, ça, on a tous ressenti, peut-être que c'était seulement un ressenti, que ça a fait vachement augmenter les billets d'avion, etc. Ça a rebaissé. Ça a rebaissé. Alors évidemment, 2022, sortie le Covid, tout le monde voulait partir, donc les compagnies ont augmenté. 2025, il y a une concurrence énorme, de plus en plus de compagnies aériennes, de plus de vols, donc les prix ont baissé et on redevient avant Covid. Et puis comme le dollar est très bas actuellement, donc on devient à des prix très 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 bons. On a la demande, les bons prix, c'est idéal pour voyager actuellement. Idéal pour voyager. Et partir aux États-Unis, partir au bout du monde, en Thaïlande, tout ça, c'est ton dollar, c'est superbe. Voilà. Pour l'instant, mais encore je ne peux jamais garantir ça plus de 15 jours. Mais justement, en 2020, pardon, vous avez dit sortie de Covid, on change complètement la vision en fait du tourisme. Comment est-ce que vous avez fait pour être agile? Et là, vous parlez, vous faites les choses seulement à 2 semaines d'avance. Comment est-ce que les équipes gardent cette agilité? 2 semaines d'avance. L'agilité, c'est quoi? C'est d'avoir notre propre production, nos hôtels dans le monde entier, nos circuits, des choses comme ça. Là, on l'a, ça. Il n'y a pas de problème, on a toujours eu. Donc, quand on est reparti avec nos fournisseurs. Donc, c'est facile, ça. L'agilité, c'est surtout faire envie aux gens de partir. Faire envie aux gens de partir. Et franchement, là, ça marche. Les gens partent. Grande surprise, c'est ça. Je ne pensais pas. Certains disaient, le monde d'avant sera plus le monde d'après. Et Nicolas Sarkozy nous a dit en conférence, ce sera exactement le même en mieux. Il avait raison. Pour notre secteur à nous, l'envie de découvrir, l'envie de voyager, l'envie de voir des civilisations, c'est une envie énorme. Puis c'est bien, ça ouvre l'esprit. Pour ceux qui ont l'esprit fermé, en France, sur l'esprit, quand on va en Inde ou aux États-Unis même, quand on va en Thaïlande, on revient avec un esprit différent. C'est important pour l'esprit, c'est important pour la France, je pense. Et s'il y a cette question du prix qu'on a évacué, les Français ont quand même un pouvoir d'achat qui est réduit. On a un contexte économique difficile, on le sait. C'est quoi l'impact concrètement sur la façon de voyager si ça n'arrête pas le voyage? Alors, on le voit. Alors, c'est vrai que les gens préfèrent voyager plus souvent en petits morceaux. On part plus 3 semaines. On part 8 jours, 10 jours, 4 jours, 6 jours. On part beaucoup de fois petit. Et je touche du bois, mais on n'a pas vu un frein. Nous, on s'adresse à quelle catégorie? Vous savez, maintenant, partir en Tunisie, en all-inclusive, 1 semaine dans un 5 étoiles, coûte moins cher qu'une semaine en camping.
Arrêtez. En France? Ah oui. Oui. Voilà. 500 €, 600 €, et une semaine dans un 5 étoiles, all inclusive, tout compris pour les enfants, c'est super. Donc on s'adresse à toute clientèle. Vraiment, du cadre moyen au cadre supérieur. Le voyage, vous avez des voyages à 100 000 €, des voyages à 500 €. Il y a tout style de voyage pour tout le monde. Donc c'est pas pour des gens riches. C'est vraiment pour tout le monde. Et on voit la classe moyenne voyage beaucoup. Il y a la cagnotte, puis il y a les comités d'entreprise qui subventionnent les voyages. Donc tout ça fait que le voyage a le vent en poupe. Oui, parce que quand vous dites les gens partent en vacances, c'est vraiment tout le monde, des plus petites bourses jusqu'aux plus grandes. Voilà, et les jeunes partent. Alors les jeunes partent autrement. Quand on a 20 ans, on part avec un billet d'avion, un sac à dos. 25 ans, on réserve un hôtel. 30 ans, on veut un hôtel de catégorie. 35 ans, là, on veut la voiture et un bon transfert. Et puis, on évolue. Le jeune évolue. Il commence à 20 ans et à 50 ans, il voudra un hôtel de luxe. Voilà, donc on suit l'évolution. C'est la même évolution. On commence jeune, on va à un certain confort. Donc ça suit, et ça, c'est la réalité de la vie. Hein. Et j'imagine que l'objectif de vous, en tant qu'acteur du voyage, c'est de proposer des packages pour toutes ces personnes. Exactement. On en a pour tous les prix. Le groupe Say Tour et Havas a des tarifs, ça va de 200 € à 100 000 €. Vous faites une croisière au Ponant autour du monde, ça va pour 60 000 €. Oui. Ou vous faites une semaine en Tunisie ou au Maroc, dans un 5 étoiles, il y en a pour 450 €. En Grèce, pour 600 €. Et puis, quand vous évitez le mois d'août, c'est bien moins cher. Ah oui, donc le mois d'août devient une... On a un problème de marché. Vous savez comment ça marche, le tourisme? Il y a plusieurs marchés. Marché français, marché allemand, marché italien. Les Allemands réservent bien avant nous. Donc, c'est dur pour nous d'avoir les meilleures chambres d'hôtel, les meilleurs endroits. Donc, on essaye très tôt en avance d'acheter 2 ans en avance beaucoup d'hôtels, beaucoup de chambres pour pouvoir satisfaire la clientèle française. Les Allemands sont très, très en avant. La France, c'est un beau pays. L'Allemagne, c'est pas pareil. Donc, les Français partent aussi en France. Et là, on a fait une comparaison un peu 2020-2025. Si, généralement, comment est-ce que ça a évolué notre génération? Est-ce qu'on voyage pareil qu'il y a 50 ans? Quelles sont les différences majeures de 50 ans en arrière? 50 ans, il n'y a pas l'avion. 30 ans. 30 ans, franchement, il n'y a pas de grande différence. Ah oui, il n'y avait pas de... Moi, j'ai commencé à 30 ans, donc il n'y a pas de grande différence. On veut un billet d'avion, on veut un hôtel, on veut un circuit, ou un autotour. Les vacances organisées, c'est ou un séjour, all inclusif qui est à la mode, vous payez une fois, tout est compris, ou un circuit, vous partez dans un car avec des gens. Alors, il y a des circuits base 40 personnes, il y a des circuits plus luxueux base 20 personnes, voilà, c'est plus privé, il y a des circuits base 6 aussi. Et puis, vous avez l'autotour, vous prenez un billet d'avion, une voiture, et vous organisez votre autotour réservé les parcs nationaux américains. En Thaïlande, ça marche très fort. Plein de gens veulent avoir la voiture, et puis faire son tour. Et puis voilà, quoi, pour les vacances. C'est ça. Vous avez dit le all inclusive est à la mode. Ah oui. Parce que je sais pas, quand on pense... Tunisie, Maroc, tout compris, les gens. Ah d'accord, mais parfois on voit beaucoup de personnes parler d'authenticité, retrouver voilà, des gens, le local, etc. Il y a des gens qui font ça, les autotours, c'est un peu ça, le local, mais la masse, c'est pas ça. La masse, c'est vraiment les clubs. On a 2 parents avec 2 enfants, ils veulent se débarrasser des enfants pour les vacances, on va dans un club au Maroc, en Espagne, en Crète, à Madère, au Portugal, où vous voulez. Puis les enfants sont mini-clubs, sont contents, les parents passent des vacances, tout est compris, le budget c'est 700 € fois 4, voilà, c'est fini, tout est gratuit, tout est inclus, et puis c'est fini. Et on n'a pas de surprise à la fin. Il n'y a pas de surprise. Ça marche fort, ça marche fort. Ça, c'est famille. Les retraités, les gens plus âgés, non, ils veulent des circuits, ils veulent de l'expérience. Ah oui. Et les jeunes, ils veulent la découverte. Mais tous ces gens, ils virent petit à petit qu'ils grandissent. Donc, ils ne seront pas à vie comme ça. Donc, on sait que c'est un cycle. Et est-ce qu'il n'y a pas un intérêt croissant pour ce qui concerne les retours d'autres voyageurs concernant les établissements ou alors les compagnies? Cette question des avis, quelle place elle prend, vous, dans votre stratégie? Alors, nous, on a 2500, 2200 agents de voyage, on a des experts. Nos experts, pour nous, c'est plus important que TripAdvisor. D'accord? Parce que nos experts connaissent les produits. Et quand vous êtes un agent de voyage à Neuilly, par exemple, la personne ne connaît pas la Thaïlande, elle va vite faire un zoom avec le client, parce que cette Thaïlande, on s'échange des compétences avec le client ici devant. Donc voilà quoi. Je rappelle la question. Sur les avis. Ah oui, excusez-moi. Les avis, c'est nos avis qu'on prend en considération. Nos avis d'abord. Voilà. Après, les gens, ils voient. Hein. Il y a 3 hôtels, je l'aime moins bien, puis ils voient les avis. Hein. Mais bon, nos avis sont prioritaires. Mais ça compte. Et est-ce que vous avez des points de vigilance auxquels les voyageurs peuvent faire attention nos litiges. Les séjours?
Quand on a, d'abord, on veut que le litige, quand quelqu'un a un problème, on veut qu'il nous le dise le premier jour. Ah, Parce que s'il nous le dit le dernier jour, on peut rien faire. Et là, pour moi, c'est plus un litige. parce que c'est ça qui est intéressant avec les agents, c'est qu'ils vous suivent après pendant tout le voyage. Bien sûr. Nous, on aimerait quand il y a un problème, le premier jour, on a un problème. On a des numéros de téléphone, 24/24 pour ça. On a un problème, ma chambre n'est pas bien, ma chambre est... il y a un problème, ça fouille, tout ça. On intervient tout de suite. On a dans tous les pays du monde des réceptifs, des gens qui sont là pour nous, qu'on paye pour nous. Mais si on ne le sait pas, si le client attend la fin du voyage pour dire que c'était pas bien, pour moi, c'était bien. Justement, on va regarder un micro-trottoir qu'on a réalisé avec Juliette Miglierina. On parle beaucoup de digitalisation, etc. Je rebondis sur ces avis, parce que je pense qu'en fait, donc on a interviewé beaucoup de jeunes qui faisaient très attention à ça, et on va rebondir après sur tout cet aspect digitalisation et comment parler à une nouvelle génération qui voyage. J'aime pas trop avoir un planning trop défini, justement. C'est pour ça que j'aime bien choisir et improviser. Quand j'étais petite, je me rappelle par contre qu'on avait, avec ma mère, nous étions allés dans une agence de voyage et pour réserver un voyage. Je programme mes vacances grâce à ChatGPT, qui me facilite beaucoup la vie aussi. L'Internet, ça nous facilite aussi la vie de réserver tout en avance. Et c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de choix et on peut regarder un peu les dates et tout ça. C'est toujours l'aventure. C'est presque jamais un repos. On est assez actif en vacances, donc on bouge beaucoup. Après, avec les enfants, ça dépend ce qu'on peut faire ou pas, mais d'habitude, ouais, on bouge beaucoup. On a voulu aller au Botswana et on est allé en fait, dans une agence assez chère. En fait, j'ai le temps, je cherche ce que nous plaît et en fait, j'ai retrouvé beaucoup moins cher. Quand je suis en France, c'est plus pour me reposer, parce que j'habite ici. Mais quand je vais ailleurs, vu que c'est un plus gros voyage, j'en profite pour visiter d'autres cultures. Voilà, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de voir, donc j'en profite pour visiter. Les gens de mon âge, on n'a pas l'habitude d'aller en agence. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura des frais en plus qu'on n'a pas forcément, ou je sais pas, ça m'a l'air plus compliqué. On prend pas l'avion, donc déjà à l'étranger, c'est seulement les pays limitrophes. On marche beaucoup, en fait, et on visite les endroits. Donc les châteaux, parce que là on était en Bavière, mais ça pourrait être autre chose. Voilà, non mais je voulais savoir, comment est-ce que vous faites pour combattre cette concurrence de ChatGPT, notamment qu'il a cité. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être une bonne aide. On s'en sert déjà. On s'en sert quand... Oui, mais comme on est spécialiste, on voit qu'il y a beaucoup de bêtises dedans. Ouais. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de bêtises, bonne chance. Beaucoup de bêtises dedans, mais on s'en sert quand on peut s'en servir. Après, il faut savoir que nous, on a beaucoup de sites internet, évidemment. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est du web to store. On veut que les gens se voient sur Internet, parce que sur Internet, il y a des offres énormes. Est-ce que c'est bien, pas bien? Bonne chance. Et qui viennent à prendre agence réservée. Il faut être clair, je le dis, ce n'est pas plus cher en agence que sur Internet. C'est le même tarif. Il n'y a pas plus cher. Ça, c'est clair. On pense que c'est faux. C'est pas plus cher, donc c'est le même prix déjà. C'est important. Et les sites Internet, c'est souvent nous. C'est-toi, ses sites, à 80 sites, Avast a son site, Frab a son site, tous mes concurrents ont leur site. Donc c'est nous, en vérité. Donc c'est un deuxième. Et nous, on aimerait donner envie aux clients de l'expérience. Et l'expérience, on le donne en agence. Voilà. Et ça marche, puisque notre site nous ramène des centaines de clients tous les jours. Voilà. Oui, je disais que Selectour, c'est le site le plus, exactement. Le plus visité. Le Selectour, c'est très visité. Alors, les gens qui réservent directement sur le site, ils mettent une carte bleue. Moi, je ne ferais jamais ça de ma vie, sur aucun site. Puis les gens qui... Ah, très bien, vous avez une agence à 100 mètres, des agences partout. On va, on s'enseigne. Et après, on réserve. C'est un choix, le service. Et moi, je crois au service. Et justement, quand vous disiez que vous utilisiez l'IA, comment est-ce que ça peut être intégré de manière intelligente J'ai voulu faire une expérience sur des circuits organisés. Faites-moi un circuit, dire que le type n'est pas prêt d'arriver. J'ai fait ça sur aux États-Unis. Il ne sait pas qu'il y a 2 parcs qui sont fermés, donc il va réserver dans le vide, mettre de l'argent dans un site. Donc c'est très bien, mais c'est en plus de, c'est pas à la place de. Et alors, quelles sont vos prévisions concernant l'évolution du voyage, des vacances aussi, d'ici 10, 20 ans? Quelles sont vos prévisions? Je pense que les Français voyageront de plus en plus. C'est clair. L'envie de partir, l'envie de se soigner. Et quand on voit l'ambiance ici en plus, on a envie d'un peu prendre du large. Hein. Donc, on veut partir, voir d'autres civilisations. Et encore une fois, quand on revient, on ne pense pas autrement. C'est un bon médicament pour le mauvais. Et quand on voyage autrement, la plupart des gens, c'est vraiment rencontrer une culture, faire une nouvelle expérience. Ouais. C'est pas particulièrement se reposer, quoi. Il y a le repos.
Le mois d'août, c'est les gens qui veulent pas bouger, avec des Français, dans des clubs, tout ça. Le reste de l'année, oui, on a une expérience. Dont on a des voyages avec expérience. On va au Vietnam, il y a des dîners chez Habitat, des dîners chez gens. Il y avait une nuit dans les trucs pas très... On prévient, c'est une option. Si vous pouvez faire un hôtel 5 étoiles, c'est possible. Il y a toute option possible, on peut tout faire. Le client choisit. On a vraiment un choix énorme. De tous les côtés, le client choisit. Et le principal, c'est que le client, il soit content, il soit heureux. Voilà. Et je pense que chez nous, il est heureux, parce qu'on n'existerait pas sinon. Et quand vous parliez justement d'étaler, enfin que chacun voyage tout le temps maintenant, comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est grâce aux agences un peu qui ont pensé des circuits qui pouvaient être plus adaptés à la mi-saison Exactement. On ne fait pas des circuits au mois d'août. On fait des circuits septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. En janvier, ils font partir très bon marché. L'Égypte, c'est ce qui va être la destination vedette de 2025-2026. Croisière sur les Nils. On en vend des centaines tous les jours. L'Égypte, vous partez en janvier, c'est 1 000 € la semaine sur le bateau avec tout compris. Vous partez au mois de mai, juin, c'est 1 600. Donc partir en janvier, 10 jours, c'est mieux. Et puis l'Égypte, en janvier, il fait 20 degrés. Il y a peu de monde pour les sites, c'est superbe. Donc moi, j'encourage les gens qui le peuvent de prendre vacances hors saison. Parce que ça vient toute l'année à la saison maintenant, hein, presque. Hein. Mais c'est presque un enjeu écologique parce que partir maintenant dans des pays qui sont très prisés, avec des sites touristiques qui sont très prisés à un certain moment, c'est quand même bien. Enfin, vous avez un rôle important à jouer pour les faire Exactement. se faire visiter à d'autres moments. Je pense aussi aux stations de ski qui peuvent aussi être maintenant des lieux chouettes à visiter pendant l'été. C'est très important de répartir en fait sur l'année. La montagne marche de plus en plus l'été. C'est une bonne chose. Bonne chose. Après, question, oui, quand on étale les clients, il y a moins de monde, c'est mieux. Mais on n'est que la France, tout petit pays. Hein. C'est le monde entier qui voyage. Hein. Donc, on n'a pas le pouvoir de dire il n'y a personne de cette période-là. Vous avez en Égypte les pyramides. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps en Égypte, j'étais étonné, les pyramides, c'était sale, des bouteilles de plastique autour. C'est pas possible, ça. C'est affreux. Il faut éduquer de touristes aussi. Hein. Non, c'est marqué dans le cas de voyage, vous devez être avec les sites, tout ça. Il faut éduquer. Quand je vois des bouteilles de plastique, des viandes partout, ça m'a choqué les pyramides. Je pensais que c'était plus net que ça. Est-ce qu'il y a des destinations sur lesquelles vous décidez de miser, voilà, presque en termes de prospective, hein, sur l'avenir, où vous dites, ben voilà, tel pays, on va miser, et quels sont les paramètres, du coup, qui vous permettent de décider? Alors, il faut beaucoup d'avions. Beaucoup d'avions. D'avions qui vont dans la destination. L'Égypte, on n'allait pas toute la France. Il faut un stock de bateaux, d'hôtels très important, c'est le cas de l'Égypte. Il faut aussi qu'il y ait un intérêt touristique. Les pyramides, les nouveaux musées du Caire, ça intéresse beaucoup. Donc l'Égypte, ça va être la destination. Le nouveau musée, ou la semaine prochaine, ça va être la destination 2025-2026, énorme, l'Égypte. Ça va durer 2 ans, je pense. Est-ce que vous vous occupez, par exemple, justement, encore en vision moyen ou long terme, là, une des personnes qu'on a interviewées, elle était d'Ouzbékistan. Est-ce que ça, c'est un pays qui n'a pas encore forcément toute la masse d'hôtels, etc., qui peut recevoir autant de touristes qu'en Égypte? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous allez sur place, voir comment est-ce qu'on peut développer tout ça? On a nos acheteurs, on a une équipe de 40 personnes qui font le monde entier pour voir un petit peu les choses. On a développé cette année l'Albanie. L'Albanie, on a ouvert un club en Albanie, c'est rare. C'est nouveau, ça prend. C'est pas très cher, ça prend. Je pense que le 26, l'Albanie sera une belle destination. Il faut changer du classique, quoi. On cherche. Le monde est petit, hein. On va partout, hein. Donc c'est compliqué d'être sur la lune d'un jour. Le Japon marche énormément, le Japon. Mais énormément. Sauf cette année. Trop cher. Il y avait l'exposition universelle. Trop cher, la sorte de prix. Mais les prochaines, déjà, les réalisations sont énormes pour le Japon. Donc le Japon, ça marche très fort. Et justement, la Corée marche très fort. La Corée. Est-ce qu'il n'y a pas un effet générationnel? Voilà, je sais que la génération 90, on a baigné un petit peu dans la culture japonaise à travers les mangas. Est-ce que ça, ce sont typiquement des éléments que vous essayez d'anticiper? C'est un peu question de budget. Hein. On ne va pas au Japon quand on va au Maroc. Hein. C'est plutôt des questions de budget. Un jeune de 20 ans n'a peut-être pas les moyens qui commence à travailler d'aller au Japon. Mais il ira au Japon peut-être 10 ans plus tard. Il faut savoir que c'est tout des circuits. Hein. Oui, c'est des cycles. Des cycles, oui. Et ce jeune, justement, qui n'est pas forcément très accoutumé avec l'acte d'aller voir une agence, c'est pas forcément ce qu'on a tout de suite en tête. Comment est-ce que vous faites pour le toucher, pour lui parler à lui? Mariage.
Le mariage, je vous explique. Les jeunes, pour le mariage, ils vont tous en agence. Tous. Donc, ils voient ce que c'est l'agence de voyage au mariage. C'est-à-dire, on va en agence pour organiser son mariage. Voilà, une agence, parce que les voyages de noces, Bora Bora, machin, tous ces trucs, la Tahiti, tous les Seychelles, c'est en agence de voyage, ça. Et beau truc. Donc, ils viennent. Et c'est là qu'on l'agrippe. Et là qu'on dit, voilà ce que c'est. Après, il dit, finalement, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. Et il revient. On a plus de jeunes qu'avant, aujourd'hui, depuis le Covid. Il y a beaucoup de jeunes qui sont va voir pour le Covid. Ils ont acheté des billets d'avion, des circuits ou des hôtels dans des sites qui ne sont pas français, qui sont basés dans tout le pays du monde. Ils n'ont jamais été remboursés. Nous, on a une garantie en France. Ça s'appelle l'APST. C'est-à-dire que si une agence dépose le bilan, le client partira quand même. L'APST, dont je suis vice-président, on a des sommes importantes, on fait partie des clients. Thomas Cook, quand Thomas Cook était déposé le bilan, la boîte anglaise, tous les clients sont partis. C'est la garantie financière, et c'est important. En achetant un voyage sur une agence de voyage française, vous avez une garantie, quoi qu'il arrive. APSC, ça veut dire quoi, du coup Association association professionnelle de solidarité. C'est un truc gouvernemental. Il y a une cagnotte, on paye, tout Français paye une cagnotte dedans. Et quand il y a une catastrophe, ça paye les vacances des Français. Donc, l'agence de voyage est APST, et ça, c'est très important. Et pour toucher aussi les jeunes, est-ce que solliciter des influenceurs, c'est quelque chose qui est fait? Oui, on en prend. Ah oui? On en prend. Maltor, c'est quelqu'un qui s'occupe un peu de Say Tour. On en prend des influenceurs, bien sûr. On en prend. On est moderne. On prend. On va dans tous les côtés. Mais voilà, il faut être présent partout. Mais je crois beaucoup au retail. Au magasin. Je crois beaucoup au magasin parce que je vois... Donc aux agences sur place? Oui, sur place. Le but, c'est que le client, il voit sur Internet, après, il dit, bon, ok, je pars, il y a l'agence à côté, je vais sur l'agence. Le web, tout store. Alors justement, est-ce que le client, ça arrive souvent, qu'il change d'avis? Voilà, j'avais prévu, moi, un séjour, disons, au Japon, et arrivé en agence, est-ce que là, vous constatez qu'il y a beaucoup de changements de plan? Je pars finalement au Cambodge ou au Pérou. Grâce à la personne avec qui il a... Grâce à cet échange en agence. Ah, souvent. Après, ils ne pensaient pas qu'au Japon, ça fait très cher. Donc, on peut faire un beau voyage quand même au Cambodge, qui est 4 fois moins cher, ou bien aller... La Corée est à la mode. Alors, pourquoi, je ne sais pas. La Corée est à la mode. Donc, par rapport au budget, on voit le budget des clients, on peut faire un beau voyage, tout ça. Ah, vous êtes jeune, vous allez au Japon dans 10 ans, dans 5 ans. Voilà, donc on peut tout faire. Le client nous écoute beaucoup. Oui. Le client nous écoute beaucoup. Alors, de 45 à 90 ans, il n'y a aucun problème. Avant, il écoute aussi. Mais le but, c'est de le faire rentrer dans l'agence. Voilà. Quand il est rentré dans l'agence, on sait faire. Il faut qu'il ait l'idée de rentrer. C'est ça, c'est la partie la plus difficile. La plus difficile. Mais pour le voyage, le mariage, donc ça... Le mariage, il passe, parce que le mariage, il veut que ce soit parfait. Donc, dans la tête, avec une agence de voyage, c'est parfait. Donc, il a ça dans la tête. Donc, on ne pourra pas après. C'est plutôt un bon point sur lequel on peut rebondir. Ce qu'il faut dire, c'est que le prix est le même. Vous achetez un voyage sur Internet, j'ai vendu cette nuit 4 personnes au Japon sur Internet, ça faisait 16 000 € pour les 4. Tu peux acheter comme ça. Il aurait été en agence à côté de chez lui, il habite Lyon, à côté de chez lui. Le même voyage, peut-être des conseils en plus, peut-être des choses en plus. Voilà. Et ça, c'est fait grâce aux personnes qui sont sur place et qui négocient les prix, etc. Donc, ce qui permet de... Mais les gens qui ont réservé dans ce site Internet, la réservation est arrivée chez nous, en agence de voyage. C'est l'agence Selectour de Lyon. Donc, c'est la même chose. Mais il faut savoir aux gens qu'aller en agence, c'est le même prix. C'est pas plus cher. Conseil gratuit en plus. Et alors, il nous reste 1 minute. Et vous, que faites-vous pendant vos vacances? Alors, j'aime pas trop les vacances. Mais c'est vrai, en plus, c'est rigolo parce qu'on me l'a dit une fois dans un article. Moi, j'aime bien rester en France. Je me déplace toute l'année pour le travail. Là, je pars 4 fois en un mois. Et quand je suis j'ai une maison dans le sud de la France et je suis très bien chez moi dans le sud de la France. Je ne prends pas l'avion au mois d'août. Voilà. Donc plutôt région française. Voilà. Ça, c'est moi. Je ne suis pas d'exemple. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Abitbol. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Selectour, président d'Avas Voyage, donc 2 acteurs majeurs du secteur du voyage. Merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience.